Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une immense villa aux murs de verre, posée comme un joyau sur les falaises blanches de la Méditerranée, vivait Raphaël Delcourt. L'architecture de cette demeure semblait traduire sa philosophie de vie, transparence apparente, complexité intérieure. La lumière y entrait de partout, caressant les meubles de bois rares, les tapis persans et les tableaux modernes qu'il collectionnait en secret, passionné d'art et d'histoire. À 58 ans, Raphaël était un homme que rien ne laissait deviner comme milliardaire. Ni sa discrétion vestimentaire, costume gris sobre, montre sans marque ostentatoire, ni ses gestes calmes, ni même sa voix posée, presque douce. Ancien génie de la tech, il avait commencé dans un garage, comme beaucoup de ses pairs, mais là où d'autres cherchaient la gloire, lui n'avait poursuivi que la liberté. Il s'était battu pour bâtir un empire numérique à partir de lignes de code, de nuits sans sommeil, et d'idées qui avaient souvent été jugées folles avant d'être copiées. Il vivait désormais avec Élise, 34 ans, sa seconde épouse. D'une beauté glaciale, Élise avait jadis arpenté les podiums de Milan et de Paris. Son sourire était parfait, ses gestes mesurés, ses paroles toujours calibrées pour flatter ou séduire. Officiellement, elle s'était reconvertie dans la philanthropie. Elle présidait des galas, posait dans des orphelinats exotiques, organisait des ventes aux enchères caritatives. Mais Raphaël, observateur méticuleux, avait appris à discerner la compassion feinte dans son regard. Elle parlait des pauvres comme d'un concept, pas comme de personnes. Et puis, il y avait Inès, sa fille de 17 ans, née d'un premier mariage foudroyé par la maladie. Inès avait hérité des traits fins de sa mère défunte et de la vivacité intellectuelle de son père. Mais elle avait grandi dans une bulle de soie et de verre, bercée par les privilèges d'une vie où rien ne manque, et tout s'obtient. Voiture avec chauffeur. Cours de piano, d'équitation, de japonais. Et des vacances d'hiver à Aspen qu'elle considérait comme un droit, non un luxe. Ces derniers mois, Raphaël avait perçu chez elle une dureté nouvelle, un regard qui se plissait de mépris lorsqu'elle croisait un serveur maladroit ou un livreur en retard. Il ne disait rien. Mais il notait tout. Un jour, alors qu'il l'entendait rire avec ses amis au sujet d'un camarade de classe boursier, son cartable, je te jure, il sentait la misère, quelque chose se brisa en lui. Il pensa à sa première épouse, Camille, une institutrice engagée, qui lui disait souvent « La vraie richesse, c'est de rester humain, même quand on a tout ». Il regarda Élise qui, dans le salon, parlait au téléphone d'un sac de créateur comme d'un investissement vital. Et il comprit. Il était devenu invisible au sein de sa propre maison. Aimé pour son argent. Écouté pour son pouvoir. Mais connu de personne. Alors, il conçut un plan. Extrême. Déroutant. Mais nécessaire. Une nuit, sans prévenir, il partit. Il laissa une lettre, écrite de sa main, d'une écriture tremblante qu'il avait mimée pour paraître affaibli, brisé. J'ai tout perdu. L'État a gelé mes comptes. Je suis ruiné. J'ai besoin de recul. Ne me cherchez pas. La lettre fut posée sur la table de marbre blanc du petit déjeuner, entre la coupe de fruits exotiques et la machine à café italienne. Quand Élise la lut, son visage resta impassible. Pas une larme. Juste un rictus presque imperceptible. Elle relut la lettre, s'assura qu'elle n'avait pas mal compris, puis attrapa son téléphone. Elle composa un numéro, celui de son avocat personnel. « Qu'est-ce que je perds ?» demanda-t-elle d'une voix sèche. Inès, elle, lut la lettre et fondit en larmes. Mais ce ne fut pas le chagrin qui l'étouffait, c'était la panique. « Et ma voiture ? Mes vêtements ? On va vivre où maintenant ?» Des questions futiles, mais révélatrices. Ce qu'elles ignoraient, c'est que Raphaël n'était pas loin. Sous une fausse identité, avec une barbe grise collée, des vêtements usés et une nouvelle carte d'identité, il s'était installé à 5 kilomètres, dans un studio décrépit au-dessus d'une supérette. De là, il observait. Il avait engagé un ancien détective privé, discret, méthodique, qui filmait, notait, transcrivait. Chaque geste, chaque parole, chaque réaction de ses proches était documentée. Raphaël voulait la vérité. Pas celle que les mots déguisent. Celle que les actes révèlent. Sans ses revenus, la villa ne tarda pas à être saisie. Les créanciers n'avaient cure du passé glorieux de Raphaël. Élise, privée de carte bancaire, de chauffeur, de styliste et de maquilleuse, se heurta au silence de ceux qui, hier encore,
l'appelait « ma chérie ». Elle tenta de vendre son histoire à quelques magazines à scandale. Femme de milliardaire déchu, elle raconte, mais l'intérêt fut bref. Elle n'était plus tendance. Une nouvelle hit girl avait pris sa place. Inès dut quitter son lycée UP, ses amis l'abandonnèrent sans un mot, comme on claque une porte sans se retourner. Elle entra dans un lycée public. Là, les moqueries furent immédiates. Son accent, ses vêtements, sa manière de parler, tout sonnait faux, arrogant. Elle était une étrangère dans ce monde. Mère et fille durent emménager dans un petit appartement de banlieue. 2 pièces. Une cuisine minuscule. Des voisins bruyants. Un immeuble sans ascenseur. Élise devint acide. Elle répétait que tout était de la faute de Raphaël, qu'il avait tout gâché. Elle accusait la société, le fisc, les juges. Mais jamais elle-même. Inès, au contraire, commença lentement à ouvrir les yeux. Elle lisait plus. Écoutait plus. Observait ses camarades aux histoires si différentes. Elle vit, pour la première fois, la vie sans filtre. Et c'est là que la transformation débuta. Un jour d'hiver, alors que le vent cinglait les rues grises de la ville et que les vitrines affichaient des soldes qu'Élise ne pouvait plus s'offrir, elle croisa un vieil homme assis sur un carton détrempé, à la sortie d'un supermarché. Sa veste était déchirée, ses doigts gonflés de froid, sa barbe hirsute cachait partiellement son visage, mais ses yeux brillaient d'un éclat familier. Profonds, intelligents. Presque triste. Élise le regarda à peine. Elle ralentit, comme prise d'un doute fugace, puis secoua la tête. Il lui tendit la main avec lenteur, sans dire un mot. Elle s'arrêta à 1 mètre, le fixa brièvement, puis lança d'un ton sec, comme on jette une pierre. Travailler, au lieu de tendre la main. Sa voix claquait dans l'air glacial, tranchante, sans pitié. Elle reprit sa marche, la tête haute, le manteau serré sur elle comme un rempart contre la honte. Mais Inès, quelques pas derrière, s'immobilisa. Elle avait entendu le ton. Billu le geste. Elle n'avait pas les mots, mais elle sentit au fond d'elle que quelque chose clochait. Le regard du mendiant la troubla. Il ne suppliait pas. Il observait. Elle plongea la main dans sa poche. Sortit un billet de 10 €, une somme dérisoire comparée à ce qu'elle jetait autrefois pour des cafés hors de prix. Elle s'approcha lentement. Le vieil homme ne parlait toujours pas. Lorsqu'elle glissa le billet dans sa main, leurs regards se croisèrent. Il esquissa un sourire discret, presque imperceptible, mais sincère. Un sourire qui contenait plus de gratitude que 1000 mots. Ce soir-là, dans un studio étroit, l'enquêteur privé, un ancien gendarme au regard fatigué, nota dans son carnet relié de cuir. Inés Amontré de la Kempaschen. Élise, du mépris. Premier tournant émotionnel confirmé. Les semaines suivantes marquèrent un languissement vers l'irréversible. Élise, dépassée par la rudesse de leur nouvelle existence, commença à vendre ce qui lui restait, ses bijoux, ses sacs de luxe, une montre que Raphaël lui avait offerte jadis. Elle se rendait dans des boutiques de revente avec des lunettes noires et une écharpe remontée jusqu'au nez, comme pour cacher non pas son visage, mais sa chute. Elle ruminait jour et nuit, nourrissant une rancune féroce. Raphaël n'était qu'un lâche, un égoïste. S'il nous avait aimés, il ne nous aurait pas abandonnés comme des chiens. Elle répétait ces mots comme un mantra, espérant sans convaincre. Mais Inès ne réagissait plus. Elle avait changé. Dans la librairie de quartier où elle avait trouvé un petit emploi à mi-temps, elle découvrait un monde inconnu. Des collègues qui partageaient leurs repas, des clients qui parlaient de poésie, de lutte, d'histoires vraies. Le soir, elle rentrait les mains noires d'encre, les bras chargés de livres empruntés, le cœur un peu plus ouvert chaque jour. Un jour, elle rentra, les joues rougies par le froid, les yeux brillants. Elle dit à sa mère d'une voix douce. « Tu sais, je crois que papa ne voulait pas nous faire du mal. Il voulait qu'on voie le monde autrement. » Élise jeta son magazine au sol. « Tu es folle. Il voulait nous briser. Nous humilier. Tu le défends encore? Après tout ce qu'il nous a fait ?» Inès ne répondit pas. Elle baissa les yeux. Mais dans son silence, il y avait une certitude. Une intuition profonde. Elle ne savait pas où était son père. Ni pourquoi il avait fait ça. Mais elle sentait qu'il n'était pas mort. Pas perdu. Pas faux. Il observait peut-être. Et elle voulait qu'il sache qu'elle comprenait. Ce qu'Élise ignorait, ce que le monde entier ignorait,
c'est que Raphaël, dans son studio étroit, venait de verser une larme silencieuse. Pour la première fois depuis longtemps. Un an jour pour jour après sa disparition, alors que l'automne avait de nouveau teinté la ville de rouille et d'ombre longue, un pli épais apparut dans la minuscule boîte aux lettres d'Élise et Inès. Papier ivoire, encre noire, calligraphie soignée. Pas de timbre. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste quelques mots. Lieu, entrepôt Dumas, rive sud. Heure, 20 heures. Objet, la vérité vous attend. Élise fronça les sourcils. Une farce. Une mauvaise blague. Mais son cœur battait plus vite. Et malgré elle, une part d'elle espérait. Inès, elle, sentit immédiatement une tension familière. Cette écriture. Ce style précis, dépouillé, silencieusement théâtral. Elle murmura. C'est lui. À 20 heures précises, elles poussèrent la porte métallique de l'ancien entrepôt, reconverti en loft brut. Béton poli, verrière, une lumière chaude diffusée par des lampes suspendues. Un parfum de bois ciré flottait dans l'air. L'espace était vide de monde, mais rempli d'attente. Un homme se abanca. Mince, les cheveux légèrement grisonnants, vêtu d'un pull sobre et d'un pantalon simple. Mais son regard, vif, perçant, lucide. C'était Raphaël. Élise recula d'un pas, figée. Inès ne bougea pas, comme si tout l'air avait été aspiré. « Bonsoir », dit-il d'une voix calme. Ils s'assirent. Devant elle, une longue table en bois brut, recouverte de documents classés, de photos, d'un ordinateur connecté à un projecteur. Le silence était dense. Raphaël posa les mains à plat sur la table, regarda successivement chacune d'elles, puis déclara. « Ce que vous avez vécu cette année n'était pas une punition. C'était un révélateur. » Il se tourna vers l'écran. Une vidéo démarra. On y voyait Élise, élégante mais nerveuse, en train de parler avec une amie. « Tu sais, dès qu'un homme plus puissant se présente, je pars. Raphaël n'est plus ce qu'il était. Trop faible. Trop lent. » Puis une autre. Elle appelait un ancien amant. « Non, je ne l'aime plus. J'attends juste le bon moment pour me tirer. » Suivirent des scènes captées par des caméras discrètes, elle repoussant sèchement une voisine âgée venue demander du sucre, insultant un serveur trop lent, ridiculisant un sans-abri à la sortie d'une boulangerie. Elise se tenta de parler, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas. J'étais seule, perdue. Tu m'as laissée sans explication. » Mais Raphaël leva la main. Il n'y avait plus de colère en lui. Juste une vérité devenue implacable. Il lança alors une autre série de vidéos. Felles d'Inès. On la voyait aider un petit garçon à apprendre à lire sur un banc de parc. Donner son écharpe à une femme tremblante de froid. Pleurer en silence, le soir, serrant un vieux cadre où l'on voyait Raphaël la tenir enfant, dans ses bras. Inès tourna légèrement la tête. Elle ne voulait pas qu'on la regarde pleurer, cette fois aussi. Raphaël la fixa longuement. Puis se leva. « Élise, tu ne m'aimais pas. Tu aimais le confort. Le statut. Les apparences. J était cruel. J'ai voulu y croire. Mais cette année t'a révélé tel que tu es. Le mensonge, c'est fini. Notre mariage est terminé. » Élise resta pétrifiée. Aucun cri. Aucun pleur. Juste un vide qui s'ouvrit sous elle. Elle tourna les talons, lentement, et quitta le loft. Sans un mot. Sans un regard. Il ne la suivit pas. Les silence retomba. Plus dogs, plus dents. Raphaël s'approcha d'Inès, s'agenouilla à sa hauteur et prit doucement sa main dans la sienne. Il murmura. « Toi, tu es ma plus grande réussite. Tu es redevenue celle que ta mère rêvait de voir grandir. Tu es digne. Humaine. Résiliente. Et surtout, libre. » Elle hocha la tête, les larmes aux joues. Les semaines suivantes, père et fille recommencèrent à se parler. Lentement. Sans précipitation. Il ne la força pas à quitter son petit appartement. Ne lui proposa pas de reprendre sa vie d'avant. Il lui fit une proposition simple. J'ai un projet. Une fondation pour aider les jeunes à se reconstruire. Leur apprendre que la richesse du cœur vaut plus que celle des comptes bancaires. Je veux que tu la cofondes avec moi. Inès sourit à travers ses larmes. Je veux bien.
Mais j'ai une condition. Je continue à travailler un jour par semaine dans ma librairie. C'est là que j'ai appris à vivre. Je ne veux pas oublier. Raphaël la regarda longuement, puis murmura. Tu as tout compris, ma fille. Et il la serra contre lui. Pour la première fois depuis des années, il sentit la paix. Il n'avait pas disparu pour se venger. Il avait disparu pour voir clair. Et dans cette clarté nouvelle, il avait perdu une épouse, mais retrouvé l'essentiel. Sa fille.